Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant au cœur de l'intelligence artificielle, les modèles graphiques probabilistes, ou MGP. Ce sont des outils vraiment puissants, conçus pour une mission essentielle: aider les machines à raisonner dans un monde qui est, par nature, complexe et incertain. Voilà la question qui nous intéresse. Comment on fait pour modéliser des systèmes complexes, où des dizaines, parfois des milliers de facteurs sont tous liés les uns aux autres et où rien n'est jamais sûr à 100%? Eh bien, les MGP nous donnent une piste, une manière de cartographier cette incertitude. Voici le programme. On va commencer par un petit retour en arrière pour comprendre les origines, ensuite on verra ce que sont ces modèles et comment ils fonctionnent sous le capot, puis on explorera des exemples concrets, avant de finir sur les défis actuels et ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence. Pour vraiment saisir la portée des MGP, c'est important de comprendre pourquoi on en a eu besoin. Quel était le problème qu'ils sont venus résoudre? En fait, tout a vraiment décollé dans les années 80 grâce aux travaux fondateurs de Judea Pearl sur ce qu'on appelle les réseaux bayésiens. L'idée, c'était d'utiliser des graphes pour représenter visuellement les dépendances entre variables. Dans les années 90, on a développé des algos pour faire des calculs exacts dessus, mais ils étaient beaucoup trop lents pour les gros modèles. C'est là que les années 2000 ont tout changé avec l'arrivée des méthodes d'inférence approximatives, moins précises mais beaucoup plus rapides. Et c'est ce qui nous mène aux outils super performants qu'on a aujourd'hui qui tournent même sur des GPU. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Un modèle graphique probabiliste. Intuitivement, c'est quoi exactement? Le concept clé, c'est vraiment la fusion de deux mondes. D'un côté, on a la théorie des graphes, avec ces points qu'on appelle des nœuds et ces lignes qui les relient, les arêtes. De l'autre, on a la théorie des probabilités. Le graphe nous donne la structure, le squelette des relations entre les choses, et les probabilités, elles, viennent ajouter la chair autour de l'os, en nous disant à quel point ces relations sont fortes. L'analogie du réseau social est parfaite pour ça. Imaginez que chaque variable est une personne sur un réseau. Si deux personnes sont amies, donc connectées, ce que fait l'une nous donne une information sur ce que pourrait faire l'autre. Si elles ne sont pas directement amies, elles peuvent quand même être liées via des amis en commun. Eh bien le MGP, c'est exactement ça. C'est la carte de tout ce réseau d'influence. Alors il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de modèles. D'un côté les réseaux bayésiens, eux ils utilisent des flèches. La flèche indique une direction, une cause. Par exemple, une maladie cause un symptôme. Et très important, pas de boucle, pas de cycle. De l'autre côté, on a les champs aléatoires de Markov. Là, plus de flèches, juste des lignes. Ça ne représente pas une causalité, mais plutôt une corrélation, une affinité. Par exemple, dans une image, des pixels voisins ont tendance à avoir la même couleur. Et ces deux schémas illustrent parfaitement ces différences. À gauche, le réseau bayésien. On voit bien que l'intelligence et la difficulté du cours influencent la note de l'étudiant. Les flèches nous donnent le sens de l'histoire. À droite, le champ de Markov. Les variables sont connectées, elles s'influencent mutuellement, mais il n'y a pas de relation de cause à effet clair. C'est plus une histoire de voisinage, de dépendance mutuelle. Ok, donc on a cette carte, cette structure, super. Mais maintenant, comment on s'en sert pour répondre à des questions? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'inférence. C'est exactement ça le défi. Avoir la carte, c'est la première étape. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir lui poser des questions. Du genre, ok, j'observe ce symptôme chez un patient, quelle est la probabilité qu'il ait telle maladie? L'inférence est donc le moteur de calcul du MGP. C'est le processus qui va prendre les informations qu'on lui donne, ce qu'on appelle les preuves ou les observations, et qui va mettre à jour toutes nos croyances sur les autres variables du système, celles qu'on ne connaît pas. Et pour faire tourner ce moteur, l'algorithme le plus connu s'appelle la propagation de croyance ou belief propagation. L'idée est géniale. Au lieu d'avoir un supercalculateur central qui fait tout, on décentralise le travail. Chaque nœud du graphe devient un petit agent qui ne discute qu'avec ses voisins directs en leur envoyant des messages. L'analogie du détective est parfaite pour visualiser ça. Imaginez une équipe de détectives qui enquête sur une affaire. Chaque détective n'a qu'une partie des indices. Au début, un détective trouve un indice clé. Il envoie un mémo à ses collègues les plus proches. Eux, en lisant le mémo, révisent leur propre théorie et envoient à leur tour de nouveaux mémos. Et ça continue comme ça, les infos circulent, jusqu'à ce que tout le monde se mette d'accord sur une version cohérente de l'histoire. Alors quand le graphe est simple comme un arbre, cet algorithme donne un résultat exact. Mais dans la vraie vie, les graphes ont souvent des boucles, des cycles. Dans ce cas, l'algorithme devient une approximation. On l'appelle loopy belief propagation. C'est un peu comme si les mémos des détectives pouvaient faire le tour et leur revenir. Ça peut paraître chaotique, mais c'est une méthode étonnamment efficace et c'est le cœur de beaucoup d'outils modernes. Allez, assez de théorie. Voyons un peu où est-ce qu'on utilise tout ça dans la vraie vie. En fait, les applications sont partout. En bioinformatique, pour comprendre les réseaux complexes d'interaction entre les gènes, en vision par ordinateur, pour aider une machine à comprendre qu'un canapé est sur un sol et à côté d'une table, ou même dans la correction d'erreurs pour nos téléphones portables. Bref, partout où il y a un système avec plein de parties interdépendantes et de l'incertitude. Prenons un exemple très parlant, le diagnostic médical. Voici un petit réseau bayésien.
En haut, on a les maladies possibles, les causes, comme cancer du poumon ou bronchite. Et en bas, on a les symptômes observables, les effets, comme toux ou difficulté à respirer. Et c'est là que ça devient intéressant. Disons qu'un patient arrive et qu'il tousse. On active le nœud tousse. L'information va alors remonter le long des flèches. La probabilité de ces causes, cancer du poumon et bronchite, va augmenter. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette nouvelle information va ensuite redescendre. Puisque la probabilité de cancer du poumon a augmenté, le système va en déduire que la probabilité d'observer d'autres symptômes liés, comme la difficulté à respirer, augmente aussi. Le raisonnement se propage dans tout le réseau. Mais bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Travailler avec des MGP, ça vient avec son lot de défis, et ils sont de taille. Cette citation de Wainwright et Jordan, deux géants du domaine, résume tout le problème. Le mot-clé ici, c'est « intraitable ». Ça ne veut pas juste dire difficile. Ça veut dire que pour un modèle même de taille modeste, le nombre total de possibilités à explorer peut être plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Autant dire, mission impossible. L'analogie avec le GPS est parfaite. L'inférence exacte, ce serait comme de vouloir calculer absolument tous les chemins possibles entre deux points dans Paris pour être sûr à 1000% d'avoir le plus court. L'inférence approximative, c'est votre application GPS. Elle ne calcule pas tout, elle utilise des astuces, des heuristiques, et 99% du temps, elle vous donne un chemin excellent en quelques secondes. On sacrifie la perfection pour la faisabilité. Pour résumer, les grands verrous actuels sont: premièrement, le calcul exact est trop coûteux. Deuxièmement, les méthodes d'approximation ne marchent pas toujours, elles peuvent ne pas converger. Tertio, comment on fait pour découvrir la structure du graphe directement à partir des données? C'est un énorme sujet de recherche. Et enfin, pour construire un bon modèle, il faut une connaissance très pointue du domaine qu'on étudie. Et c'est sur cette question ouverte qu'on va se quitter. Les MGP nous ont donné un langage incroyablement riche pour modéliser l'incertitude. Mais le monde et les données deviennent de plus en plus complexes. La recherche continue donc pour inventer des outils encore plus puissants, encore plus expressifs, pour nous aider à cartographier et à comprendre notre monde. Merci de votre attention